Ferrari, c'est bien plus qu'une marque. Ferrari, c'est une ferveur, Ferrari, c'est une passion, c'est à la limite de ce que certains appelleraient la religion. Même si beaucoup aujourd'hui penseront, à mon avis à raison, que la gamme route ne fait aucun sens. Parce qu'ils savent qu'à la base, ce que fait Ferrari, c'est de mettre des voitures de course sur la route. La 125S par exemple est juste ça, une voiture de sport, fruit d'une époque beaucoup plus simple, où sans modification aucune, la voiture de sport achetée en concession pouvait courir et rentrer du circuit, plus précisément de l'assemblage de routes banalisées, ou même pas banalisées en fait, sans avoir à monter dans un camion, sans avoir besoin d'une remorque. Ferrari, c'est aussi l'idée que la victoire la plus importante, c'est celle à venir. C'est la recherche perpétuelle du moteur le plus puissant dans sa configuration la plus noble, le V12. Et si pas pour quelques infidélités à ce dernier en Formule 1, genre la 166S privée de Biondetti Clemente par exemple, avec un moteur Jaguar 6 cylindres. C'est pas une vanne et j'aurai jamais l'opportunité d'en reparler, donc je le case là. La période creuse de 1952 à 1963 où le règlement sera ultra restrictif au niveau des cylindrés, où Ferrari oscillera entre 4 en ligne, V8, V6 et quand même en 64, alors que le règlement est toujours dans une limitation à litre 5, un flat 12. C'est un peu symptomatique de cet entichement pour le V12 auquel ils vont revenir pour de bon en 66, alors que les moteurs 3 litres Atmos sont de nouveau autorisés. Enfin ça c'est jusqu'à l'avènement du turbo, bien sûr. Parce que Ferrari s'y mettra, toute proportion gardée, assez vite, dès 81, avec le 126C Typo 21, clairement 2 titres constructeurs au passage. Mais en 89, quand le règlement bannit le turbo, c'est bien un V12 qu'on retrouvera sous le capot des rouges. Et ça jusqu'en 1995. Dernier V12 Ferrari en F1, le Typo 44, dérivé de ses congénères 3 litres 5, un peu vu comme un stop-gap, le V12 était de plus en plus un compromis perdant face au V10. Ce qui n'empêchera pas au fameux compromis d'offrir une toute dernière victoire au Grand Prix du Canada 1995, anecdotiquement la première et unique victoire de Jean Alesi en Formule 1. Une fin pas si noble pour une architecture moteur qui a plus de la royauté que de la mécanique. Dans la belle lignée des V12 Ferrari, on trouve en 1990 le Typo 36, un moteur qui sera très important aujourd'hui, même si il ne propulsera pas ultimement Alain Prost vers un alors 4e titre. Non, parce que if you no longer go for the gap. Elle est bien cette citation de con que vous sortez à toutes les sauces. Elle vient d'un mec qui a volontairement harponné un autre mec au T1 pour s'octroyer un titre. Après, c'est vrai que Senna, lui, les écarts, peu importe la taille, il tapait dedans, lui. Plus d'infos, Senna 15 dans Google. Ce moteur, en 95, sera justement dérivé, detuned et casé dans une voiture de route, la Ferrari F50. Une voiture construite, comme son nom l'indique un petit peu, pour le 50e anniversaire Ferrari. Qui, du coup, sort en 95 pour leur 48e anniversaire. Impatient. Oh. Bon, l'idée, c'était de faire une Formule 1 roulable au quotidien. Ouais, un peu comme la MG Project One, là. Le truc, c'est que faire une Formule 1 qui marche au quotidien, c'est très compliqué parce qu'un moteur de Formule 1, ça a généralement pas de ventilateur, c'est pas fait pour rester, je sais pas moi, dans le Mac Drive, c'est pas fait pour aller prendre le pain, c'est pas fait pour respecter une zone 50 parce que petit Timothée pourrait finir sous tes roues. Donc il a fallu le civiliser un peu, dans le sens complètement castré du mot civilisé. C'est pour ça que je dis pas que c'est le même moteur, je dis qu'il est dérivé, parce que la Redline, elle est à 8005 maintenant, ou peut-être 8700 si j'en crois GT7. Le moteur, c'est un 4 litres 7, alors que c'était un moteur 3 litres 5 à la base. Donc il y a plein de trucs qui vont pas, notamment le son. Qui est très bien, hein, mais qui est pas un son de Formule 1, quoi. Bon, il y a un autre truc qui marche pas trop avec cette voiture, c'est que c'est un compromis total. Et c'est rare que les compromis ça marche bien. Parce qu'ils ont voulu quelque chose d'incisif, ils ont voulu quelque chose qui rappelle la Formule 1, et ils ont aussi voulu quelque chose de confortable, parce que les gens qui achètent des supercars sont pas des gens qui conduisent des supercars sur circuit. C'est pour ça qu'il y a autant de voitures de sport qui tapent le cul des supercars modernes, c'est que les supercars modernes c'est des canapés. Mais à l'époque, on n'est pas encore à 100% dans le canapé. Donc on a quelque chose d'hyper tape-cul avec le moteur qui est monté directement derrière, là où est mon radiateur quoi basiquement. Qui, pour citer Clark
klaxon était finalement boulonné à la colonne vertébrale du pilote. Mais de l'autre côté, on a plein de choses dans les suspensions, vous savez, ces petits bushings en plastique pour rendre la voiture confortable, faire en sorte qu'elle puisse passer un trou sur la chaussée sans se satelliser, qui la rendent molle et moins agréable à rouler. Et l'énorme problème avec la F50, c'est pas qu'elle est nulle à chier, en soi elle est mid. L'énorme problème avec la F50, c'est qu'elle remplace la F40. Une voiture qui est mythique à bien des égards. C'est comme remplacer Michael Jordan avec DeMarcus Cousins. Il est pas mauvais, c'est juste pas Jordan. Même si Ferrari, aujourd'hui encore, nous présente ça comme une voiture sans compromis, avec un pur V12 atmosphérique, là où leur supercar précédente, elle, adulée, avait un V8 turbo. On nous parle ici d'esthétisme au service de l'aéro, non, je vous jure que la page officielle Ferrari est d'un pompeux, mais c'est indécent. C'est indécent, surtout que c'est pour une voiture qui est, au final, subjectivement en tout cas, pas très belle, pas très confortable, à sa place ni sur la piste, ni dans les rues. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, la F50 est vendue par des collectionneurs comme un diamant caché, et que des gens sur des podcasts consacrés aux supercars, qui traitent ces dernières comme des putains d'actions en bourse, ne tarissent pas d'éloges sur une voiture qui n'a pas plus à l'époque qu'aujourd'hui ce côté cru et sportif qu'elle prétendait déjà avoir. Mais ils vont vous la vendre parce que c'est la dernière Ferrari V12 avec une boîte manuelle. Ils vont vous la vendre comme si c'était une F50 GT, qui n'a rien à voir, qui est une voiture de course avec 700 chevaux, une aéro qui marche et qui ultimement ne courra pas malheureusement, malgré des performances qui étaient apparemment meilleures que la voiture dont cette vidéo doit parler à la base. Mais commencez à me connaître, c'est pas une vidéo clip si le rappel historique est pas plus long que la portion consacrée au sujet de la vidéo. Bon alors soyons clairs, je sais que mes vidéos sont souvent teintées d'opinion, et là je suis pas en train de dire que la F50 est un veau. C'est une supercar, ça va vite et ça tourne fort, mais on est à l'époque de la McLaren F1, de la Jaguar XJ220, des voitures qui ont alors redéfini ce que voulait dire supercar. J'ai tendance à remarquer que dans les discussions qui entourent la F50, on a souvent les mêmes choses qui ressortent. D'abord que l'esthétisme, son apparence est une matière de goût, et là je me lave les mains du problème, j'ai dit subjectivement dans la section précédente, rien à foutre. Ensuite, via une discussion qui, elle, paraît beaucoup plus jour-nuit, noire ou blanche, les gens oublient toujours la nuance, c'est celle de ses performances. Et une des preuves empiriques qui est donnée pour dire que c'est une très très bonne bagnole, c'est cette vidéo de Best Motoring. Oui bon alors pardon, mais alors deux choses avec cette vidéo. Premièrement, faut comprendre un truc, c'est que la voiture n'est pas complètement stock, il s'agit d'une Ferrari de démonstration, elles sont, et tous les constructeurs supercars font ça, légèrement modifiées pour donner un peu plus de puissance et être un peu plus nerveuse. Puissance qui avait l'air d'être un petit peu trop là pour le pilote Motoharu Kurosawa, qui n'est pas n'importe qui non plus, et qui fameusement dira dans la même vidéo ne pas pouvoir commenter sa propre course et rester concentré. C'est le seul à avoir ce problème-là. Alors soit ça pourrait être parce qu'il y a trop de puissance, ou alors parce que la voiture est trop nerveuse, ou alors c'est parce que Kurosawa avait pas bu son café, j'en sais rien. Mais il y a surtout un truc qui moi me caresse dans le mauvais sens du poil avec cette vidéo, c'est que oui la F50 elle gagne, elle branle tout le monde, mais elle est surtout face à rien de comparable en fait. Je suis désolé, je veux juste sortir ça de mon système parce que j'ai vu ça à 1h du matin comme un sous caféine, mais sur la grille on a une Diablo SV, on sait tous que Lambo fait pas des purs sang de piste, on a 3 911, une GTR 34 qui sont toutes rapides soient-elles, pas des supercars à moteur central. La 911, peu importe la génération, ayant son moteur en porte-à-faux arrière, ce qui est suboptimal. Bien que là, il y avait une 996, qui est, je crois, la première ou seconde génération de 911 à avoir la suspension multilien qui assainit tellement le porte-à-faux qu'on le sent plus. D'ailleurs, vu la timeline, ce serait pas déconnant non plus que ce soit une des premières avec le PSM aussi. Ça voulait pas dire qu'elle avait plus de problème de survirage, juste qu'ils étaient beaucoup plus gommés. Mais ça restait un compromis avec un moteur pas au centre, quoi. C'est pas du venin, c'est pas de l'anti-911 pur, c'est juste que une 996, ça compare pas à une F50, et faut arrêter d'être con 2 minutes. Il y avait deux autres féfés sur la piste, une F355, aucune chance de catch, et une F40, qui va passer trop de temps hors position à fight avec une porcasse pour ne serait-ce que pouvoir toucher la F50. Bref, mon point ici étant que cette course digne de Gran Turismo 2 n'est pas une putain de preuve empirique de performance, mais surtout que les gens aiment des voitures pour des raisons bien plus illogiques que leur performance. Vous avez le droit d'aimer la F50, j'ai le droit de ne pas l'aimer, ça s'applique pour absolument toutes les bagnoles et pour absolument tout le monde. Arrêtez de me foutre votre putain de 911 en travers de la gorge. La F50 est donc la dernière à avoir dans sa B-moteur un bloc dérivé de celui qui a fait trembler la Formule 1, quoique pas tout à fait, puisqu'étonnamment, le vrai leg de ce moteur, sa dernière apparition sportive, est assez peu abordé, un petit peu moins connu. Vous avez déjà parlé de l'IMSA ou pas?
Bon, je vais pas faire un autre rappel historique dessus, allez regarder la vidéo sur la M3 GTR et sur la Delta Wing pour ça. Cette vidéo est déjà assez longue comme elle est. En IMSA, il y a une catégorie WSC qui était réservée aux prototypes. Encore une fois, l'IMSA c'est un bordel, je vulgarise à mort. Les protos WSC sont des barquettes à cockpit ouvert avec un fond plat introduit pour réduire les coûts en 1994. La classe sera similaire à ce qui deviendra plus tard la LMP, ou Le Mans Prototype. Lui, c'est Giampiero Moretti, c'est le fondateur de Momo et il avait un désir pour l'instant inassouvi, un désir qu'il allait enfin peut-être pouvoir poursuivre avec cette nouvelle classe. Parce que Giampiero, dans sa carrière de pilote, en parallèle de son business de volant en cuir, il avait presque tout fait comme il voulait. Il avait participé à moult courses d'endurance, à des marathons routiers, comme j'aime les appeler, mais il n'a jamais gagné de course de 24 heures. Et son rêve, c'est de gagner Le Mans. Il faut comprendre que Monsieur Momo, c'est pas n'importe qui. En plus d'être, oui, pilote de course, et en plus d'être un businessman à la tête d'un des plus gros équipementiers automobiles qui existent, Monsieur Momo est avant tout un tifosi. Et pas juste un tifosi, mais un tifosi avec des connexions. Momo est un des partenaires privilégiés de Ferrari, tant pour la division route que pour la division sport. Et Giampiero lui-même a le soutien d'un certain Piero Ferrari, le fils d'un homme aux lunettes de soleil qu'on ne présente plus. C'est donc pas difficile d'accaparer l'attention de Luca Di Montezemolo, ou d'un certain Jean Todt, fraîchement débarqué de chez Peugeot. Et dans les années 90, là où Ferrari n'avait aucune intention de revenir de manière officielle au Mans, ou ne serait-ce qu'à la course de prototype, Giampiero a toqué à la porte de chez Ferrari et a demandé à ce qu'on lui construise un prototype qu'il roulerait, financerait et engagerait. Et bien que chez Ferrari on était très réticent à la base, on finira par accepter. Avec quelques conditions. En vous épargnant tout le babbling légal et tout ce que ce genre de deal peut avoir comme répercussion, la condition numéro 1, celle que vous devez retenir, c'est que peu importe ce qui se passe, Ferrari ne s'impliquera pas en tant qu'équipe usine. Il n'y aura pas de F333SP roulant sous le blason de la Scuderia Ferrari. La F333SP sera une voiture réservée aux équipes clientes. Malgré tout, malgré la distance que Ferrari essaye de mettre entre ce projet et leur maison mère, ce sera le retour de Ferrari en endurance avec un prototype depuis 1973. Il est donc capital de faire les choses bien. Et pour faire les choses bien, on va commencer par un châssis en monocoque hybride entre alu et carbone avec une structure en nid d'abeille dont l'objectif était de maintenir la rigidité sans prendre trop de poids. La suspension en double wishbone, double triangle, similaire à ce qu'on trouvait déjà sur une Formule 1, une boîte séquentielle, non pas à palette mais à levier, et bien sûr une aéro travaillée comme il est de coutume en endurance, plus focalisée sur le moins de traînées possible que sur le grip absolu qu'on pourrait voir en Formule 1. Bien plus pure, elle génère la majorité de son grip via un énorme aileron et un sol pas totalement dissimilaire à ce qu'on ne voit maintenant plus en Formule 1 avec les longs canaux Venturi, et tout ça, à l'exception de la monocoque, c'est du Dallara. En fait, c'est vraiment plus une Dallara à moteur Ferrari qu'une Ferrari dans le fond. Ce sera en définitive une bonne chose, puisqu'avec les efforts conjoints de Mauro Rioli et Giampaolo Dallara lui-même, et aussi un certain Tony Southgate, que vous connaissez peut-être pour la Jaguar XJR9, ou le châssis de la RS200, peut-être même pour la R8C dont on a déjà parlé ici, Dallara et Ferrari vont présenter face à la presse ce qu'on pourrait qualifier comme étant la voiture cliente parfaite. Bon alors Clippy, ça fait 2 ou 3 fois que t'en parles, ça fait 2 ou 3 fois que tu mentionnes le terme. C'est quoi une voiture cliente? Genre, elle paye? Elle a une TPE? Explique le zing. C'est vrai que si vous regardez en majorité la Formule 1, le concept vous paraît soit totalement étranger, soit très lointain. Puisque maintenant, une voiture cliente en Formule 1, c'est interdit. Pour faire très simple, une voiture cliente, c'est une voiture qui est conçue et développée par un constructeur, mais exploitée par une autre écurie. Une écurie tierce, une écurie qui paye, qui est donc cliente pour avoir le privilège de rouler la voiture. C'est encore extrêmement commun de nos jours, l'ultra majorité des équipes GT3 sont des équipes clientes et l'autre petite minorité sont des équipes clientes avec des liens très étroits avec le manufacturier d'origine. En LMP2, en LMP3, tout le monde est client. Les spec series, c'est la même en fait, avoir une voiture cliente, c'est la norme en sport auto. Donc en gros, pour synthétiser, une voiture client, c'est une voiture développée par un manufacturier, exploitée par
des tiers qui payent pour, par opposition à un effort d'usine où une voiture est conçue et exploitée par son constructeur. Et donc Ferrari avait décidé d'emblée que la voiture ne serait pas exploitée par la marque elle-même, il s'agissait exclusivement d'une voiture cliente, ce qui veut pas dire qu'elle était entre de mauvaises mains. La F333 SP fera ses premiers tours au début de la saison 94, sans avoir participé à Daytona ni aux 12 heures de Sebring. 3 équipes aligneront 4 Ferrari pour ce qui est alors appelé le Grand Prix d'Atlanta. La démonstration commence, puisque Ferrari impose un 1-2 entre la numéro 50 d'Euro Motorsport et la numéro 30 Momo juste derrière. Un mois plus tard à Lime Rock, 3 Ferrari occupent les 3 premières places du podium. Un mois plus tard au Glen, la numéro 30 l'emporte. Et encore à Indianapolis, puis la numéro 3 à Laguna Seca, Ferrari va gagner 5 courses sur une saison qui en comporte 9. La seule justice pour les autres, ceux qui ne roulent pas le cheval cabré, c'est que l'entrée tardive de Ferrari les a rendus inéligibles à des points au championnat. Mais ça, ce n'est que pour cette année. En 1995, les voitures seront légèrement mises à jour et seront bien présentes à Daytona, où 3 des 4 voitures perdront leur moteur avant la fin. La voiture restante finira seconde en classe, 8e au général. Mais après ça, elles gagneront à Sebring, au Moosehead GP, à Lime Rock, au Texas. Si ça gagnait pas, ça finissait sur le podium. Ferrari l'emportera au constructeur et au classement pilote. En 2 ans, Ferrari avait juste dominé la scène nord-américaine d'endurance, une scène réputée drue qui incorpore tout de même Sebring dans son calendrier, une course considérée par beaucoup comme une des plus dures du monde de l'endurance. Le dicton dit 12 heures à Sebring, c'est comme 24 heures n'importe où. Vous voyez pas là un 10 au Nürburgring ou au Mans, c'est juste que la surface à Sebring est tellement bosselée, c'est un ancien aérodrome, tellement inégale que vous avez vite fait de vous péter le dos, les suspensions, le châssis, les couilles et votre envie de rouler en moins de 15 minutes quoi. Cependant, il y a une course d'endurance au-dessus de toutes. Une dont l'aura brille de 1000 feux par-delà les contrées, une qui n'est même pas réellement sur un circuit, mais plus sur 13 bornes de route de campagne. Le Mans. Et en 1995, la seule F333 SP ne fera que 7 tours. Ah ben le Mans te doit rien, c'est pas parce que tu domines aux US que ça marche ici frérot. En 96 par contre, la voiture se montrera très rapide et qualifie seconde au général, ultra rapide en début de course, mais un petit peu comme moi va confondre vitesse et précipitation et un petit peu comme moi se payer une barrière longtemps avant la fin de la course. Ouais c'est ça la balafre. Puis en 97, enfin Ferrari trouvera le drapeau à damier, 6e au général, 3e en classe, et pire, bien pire, derrière la Porsche du Team Yost, qui non contente d'être une Porsche, était elle aussi en LMP, et elle va gagner au général. Le fait est que la Ferrari était une bombe de performance en arrivant, elle était rapide, elle était puissante, elle laissait les compétiteurs dans le rétro en 94. Et même là, en 94, tout le monde n'était pas plus lent tout le temps. Le problème, c'est que le temps, le taf et l'abnégation des autres, ils ont fait leur office. Et maintenant, la Ferrari, en Big 1998, n'est plus la menace qu'elle était. C'est un petit peu, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont relate, quand à l'école on disait « Ouah, il a énormément de potentiel, putain, il pourra aller très loin. Il a déjà l'intelligence d'un adulte moyen, alors qu'il a que 13 ans. » Et là, maintenant, vous êtes des adultes avec l'intelligence d'un adulte moyen. Ça fait mal au cul, Ben, c'est pareil pour Ferrari. Ferrari va plancher sur une update plus aboutie, plus capable pour les longues endurances européennes, et quand sonne 98... Ferrari va pas attendre, remportant les 24 heures de Daytona overall devant cette fois-ci une Porsche 911 GT1 et avec pas moins de 8 tours d'avance. La même Ferrari estampillée Momo va remporter les 12 heures de Sebring et pendant ce temps-là, en Europe, la F333 SP participant au bien nommé International Sports Racing Series 1998, elle va un petit peu botter des culs. Gagnant 7 courses sur un championnat de 8 manches, remportant le Mans en classe, tout du moins, sans même avoir une équipe d'usine, Ferrari va une fois de plus rendre ennuyeux à regarder l'exercice le plus exigeant du sport automobile, dominer. Les années suivantes, cependant, ne seront pas dénuées de victoires, bien sûr, mais ne seront pas tendres avec la F333 SP. La formule qui gagne en LMP va changer et Ferrari n'a alors pas d'intérêt à produire une LMP moderne. En 2000, la production de F333 SP va s'arrêter et les équipes qui rodent encore ces voitures-là vont devoir innover d'elles-mêmes pour rester compétitives. Même si ça veut dire mettre un V8 Judd à la place du V12. Cette Ferrari est finalement assez peu reconnue. C'est une voiture qui n'a pourtant rien d'oubliable. Pourtant, les infos sur Internet sont finalement assez sparses. La voiture ne fait pas le même effet, n'a pas la même aura qu'une F2004 soit, ni même celle d'une P4 ou d'une 250 GTO. C'est une barquette.
pas très belle, très bruyante, dont le V12 a, sous une forme ou une autre, souvent été synonyme de succès. C'est une voiture qui est malheureusement peu représentée, et à mon avis qui pâtit de son statut de voiture cliente. Il y a fort à parier que si c'était un effort d'usine, elle serait bien plus célébrée. Celle qui, pour moi, était la cover car de Le Mans 24 heures sur PS1. Pour d'autres, un souvenir de jeunesse, il n'y a qu'à voir la nostalgie avec laquelle les gens parlent de cette voiture-là sur les forums. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être un simple souvenir de l'été dernier. Mais pour une fois, c'était une légende Ferrari qu'il fallait vivre, tant elle est malheureusement peu comptée. Peut-être qu'en vérité, le problème de la F333 SP, c'est d'être né Ferrari, mais d'avoir trop bien fait le job sous d'autres couleurs.